Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'assurance, de campagne électorale, d'Europe avec Bernard Spitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de l'assurance, le nouveau nom de cette maison réunifiée de représentation des assureurs en France. Cette semaine, vous avez publié le bilan de l'assurance vie en 2016, qui se traduit par une collecte nette de 16 milliards. Alors 16 milliards, c'est un peu moins que les années précédentes, c'est pas mal quand même. Cette année 2016, finalement, une bonne, une mauvaise année, une année en demi-teinte, comment vous la qualifieriez ? Une année stable, et d'ailleurs 135 milliards de cotisations par les épargnants français en 2016, c'est exactement le même chiffre qu'en 2015. Donc on ne peut pas être plus stable. Effectivement, vous l'avez signalé, des rachats un petit peu plus supérieurs sur la fin de l'année qui font qu'on arrive à 16 milliards. Mais c'est donc on est vraiment dans des chiffres d'une grande stabilité et qui montrent que plus que jamais, dans des moments incertains, les Français considèrent l'assurance vie comme leur placement préféré. Les Français vont un petit peu retirer un petit peu plus d'argent, on va dire, de leur contrat d'assurance vie en fin d'année. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils consomment un petit peu plus? C'est parce que tout le monde s'est dit bientôt les taux vont remonter et donc on change un petit peu les anticipations? Ou est-ce que c'est parce qu'il y avait des inquiétudes aussi sur la solidité de l'assurance vie? De temps en temps, on a eu aussi cette interrogation sur le fait qu'avec cette situation de taux d'intérêt très bas en Europe, historiquement bas, les compagnies d'assurance n'étaient peut-être pas aussi solides qu'on le pensait. Oui, alors c'est sans doute un petit peu de tout ça. Et on peut aussi dire que les gens ont procédé peut-être à des achats immobiliers justement parce qu'ils avaient peur que les taux remontent. On peut aussi dire que la population vieillit et que donc ce sont des rachats qui se produisent souvent par des gens qui ont leur contrat d'assurance vie depuis bien plus de 10 ans. Donc tout ça est assez normal. Alors, moi, pour répondre à votre question sur la sécurité de l'assurance vie, je crois que les Français sont très confiants dans leurs assurances. Ils se rappellent qu'aucune crise n'a affecté les assurances. La dernière crise en 2008 n'a pas demandé un sou d'argent public de la part des assureurs. Et le contrôle montre que les assureurs français sont tout à fait stables. La CPR, la Banque de France, tout ce que vous voulez, tous les organismes de contrôle qui sont importants en France l'ont souligné. Donc, je pense que les Français sont extrêmement sensibles psychologiquement à tout ce qui peut se passer au niveau de l'épargne, et c'est normal, parce que c'est leur patrimoine, c'est leur futur, c'est leur retraite, c'est ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent garder pour éventuellement leurs enfants. Donc ils ont une extrême vigilance, ils ont bien raison, et les assureurs qui ont un devoir de confiance, un devoir de conseil à leur égard, sont aussi extrêmement attentifs à ne pas les décevoir sur ce plan. On est évidemment en année électorale, on ne peut pas l'oublier. Et dans une campagne électorale, l'assurance, ça peut être pas mal de choses. C'est souvent pour les candidats des projets éventuels de fiscalité ou des projets d'orientation ou d'utilisation de cette énorme poche d'épargne qu'est l'assurance vie pour aller financer des projets. Et on dit souvent qu'il faudrait que l'assurance vie finance davantage l'économie réelle, moins la dette de l'État. Est-ce que vous redoutez les différents projets qui peuvent apparaître dans cette campagne électorale ? Écoutez, dans une campagne électorale, il faut être d'abord présent, il faut être vigilant, il ne faut pas être paranoïaque, mais je rappellerai simplement que tous les gens qui savent un petit peu la réalité des chiffres savent que ça n'est pas que l'assurance vie est d'ores et déjà le principal financeur de l'économie française. Vous avez 58%, depuis plusieurs années, 58% de l'argent des actifs détenus par les assureurs qui sont placés dans les entreprises françaises. Donc c'est une constante. Ça ne sert pas qu'à financer l'État français. Ça ne sert pas. Alors c'est important aussi de financer les OTA. C'est très important de financer la dette française, mais c'est plus important encore de financer l'économie. Et d'ailleurs, on a financé aussi de plus en plus les PME, les ETI, puisque c'est plus de 54 milliards qui sont placés. Ça a doublé en 5 ans. Donc on peut aller plus loin. Il faut encourager les placements plus risqués, mais comme que le sont notamment les assurances vie en UC, qui d'ailleurs ont un petit peu augmenté au cours des 2 dernières années, ce qui montre bien que les Français sont prêts à accepter un peu plus de risques pour avoir un peu plus de rendement. Donc ça, c'est une évolution qui est saine. Il faut encourager cette évolution, il faut encourager l'eurocroissance, il faut encourager tout ce qui va dans le sens de la prise de risque. Mais ça, c'est une prise de risque qui est gérée par les assureurs, qui est conforme aux directives européennes et qui est souhaitée par les assurés et les épargnants. Si on veut leur imposer des choses, alors
Je pense que ça ne se passera pas bien et que il y a quand même 17 millions de contrats, enfin de Français qui ont des contrats d'assurance vie, au moins un contrat d'assurance vie. Ça fait la grande majorité des foyers français. Je pense qu'ils sont très très attentifs à ce que cet engagement de long terme qu'a pris l'État vis-à-vis d'eux, puisque l'assurance vie c'est un placement de long terme, que cet engagement de l'État soit respecté. Enfin, il y a un sujet dans la campagne dont on a beaucoup parlé, qui est celui de l'assurance santé, de la Sécu, avec un débat qui s'est cristallisé autour de la répartition des rôles entre le public et le privé, c'est-à-dire entre l'assurance maladie et les assurances complémentaires, les assurances privées, qui doit faire quoi? Est-ce qu'on peut aller vers un système tout public ou vers un système tout privé? Quelle est votre position sur ce débat? La position, c'est que ceux qui parlent de faire un système tout public ou tout privé d'ailleurs sont dans la caricature ou dans l'ignorance. On va prendre un chiffre simple qui va parler à tous les Français. C'est ce qui représente, c'est la médecine au quotidien, c'est-à-dire l'ensemble des visites chez le médecin, à la pharmacie, d'aller chez le gynéco, de se faire vacciner contre la grippe. La médecine au quotidien, chez tous les spécialistes et les généralistes. Cette médecine au quotidien, qui comprend aussi l'optique, la dentisterie, etc., quand on regarde qui la paye, l'État en paye 50%. C'est moitié-moitié, en gros. C'est moitié-moitié. 51-49. Moitié-moitié. Bon. Donc l'idée qu'on va nationaliser la moitié ou qu'on va privatiser l'autre moitié n'a pas de sens. Donc on a la chance d'avoir un système qui est équilibré. Est-ce que ce système doit être amélioré? Oui, bien sûr. Il y a plein de choses à améliorer. On sait qu'il est victime, notamment par une gestion publique qui est ce qu'elle est, de déficit chronique qui nous a amené à un endettement de 135 milliards. 135 milliards, rien que le coût des intérêts de la dette représente une partie de coûts de gestion considérable que personne ne prend jamais en compte, mais qui est reporté sur les budgets suivants et sur les générations futures. Il y a une inégalité territoriale que tout le monde connaît et déplore. Il y a des injustices en matière de reste à charge. Les restes à charge augmentent de façon sensible à la suite des réformes qui ont été menées depuis quelques années. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont injustes, qui sont inefficaces, et il faut donc repenser, oui, mais de façon tout à fait, je dirais, positive, les relations entre l'AMO, les complémentaires, mais aussi les professionnels de santé. Je pense qu'il y a des partenariats qui peuvent être faits sans dénigrer qui que ce soit, mais je dirais, les progrès qui pourront être amenés, toutes les économies qui pourront être faites permettront de financer ce qui doit l'être, c'est-à-dire la prévention, les innovations technologiques, les innovations thérapeutiques et la diminution des restes à charge. Une dernière question sur l'Europe, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Cette Europe, on l'a vu bousculer, le mot est peut-être un peu fait, par le Brexit. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet européen est en danger? Oui. Le projet européen est en danger. On vit un moment critique, un moment absolument décisif, et c'est dans ces moments-là qu'on va reconnaître ou pas la capacité de se hisser à la hauteur des enjeux. On a le Brexit qui a créé une faille à l'intérieur de l'Europe. On a des pays qui sont en phase d'élection, la France, l'Allemagne, sans doute l'Italie. On a une zone économique qui est, dirais, en situation de faiblesse. Si on se rappelle qu'actuellement, pour 2017, la seule continent au monde qui a des prévisions de croissance inférieures à 2016, c'est l'Europe. Oui. Donc, tout ça, c'est une situation de danger au moment où émerge la présidence Trump et où l'Europe est entre M. Erdogan et M. Poutine. Donc, est-ce qu'on est capable de se saisir de ce moment? La crise, c'est le moment, vous savez, c'est le mot étymologique de la crise, c'est crisis, c'est le moment de la décision. Eh bien, on y est. Le moment de la décision, c'est maintenant. Est-ce qu'on est capable de reconstruire une Europe qui s'impose et qui est crédible et qui va imposer un rapport de force et d'équilibre vis-à-vis de ces nouveaux leaderships qui ont tendance à prôner le protectionnisme et le repli sur soi? Est-ce qu'on va imposer, est-ce que l'Europe va tenir son rang dans ce débat? Ça va dépendre évidemment de la capacité de nos dirigeants, et je dirais ça va dépendre singulièrement de la relation franco-allemande qui ne peut être que le noyau dur de ce rebond et de cette renaissance. Et ça, je dirais que c'est à tous les niveaux, au niveau des gouvernements bien sûr, et au niveau aussi des entreprises. J'ai l'honneur de diriger le pôle international et Europe du MEDEF, et avec le MEDEF, nous essayons déjà au niveau des entreprises de créer le maximum de liens entre les Français et les Allemands pour donner, je dirais, l'assise nécessaire, l'assise économique, l'assise des entreprises, mais auquel il faut aussi évidemment ajouter l'assise politique à cette reconstruction de l'Europe autour du noyau franco-allemand. Très bien. Merci beaucoup Bernard Spitz pour toutes ces explications. Merci.